À l'heure où je fais cette vidéo, la France semble sortir d'une énième jacquerie paysanne. Alors, semble parce que les choses ne sont pas encore posées. A priori, les blocages sont levés. Mais ce qui est intéressant, et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est essayer de finalement disséquer un petit peu ces événements et de voir comment ils s'inscrivent dans le plan d'ensemble et dans cette période tumultueuse de fin de cycle qu'on peut considérer comme une apocalypse. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que depuis quelques années maintenant, on a des révoltes, on est parfois au bord de la révolution, comme avec les Gilets jaunes, des révoltes qui tendent de plus en plus à déborder, à être de plus en plus violentes, qui sont réprimées également de plus en plus violemment. Et puis, lorsque l'on regarde la courbe générale, eh bien, effectivement, le mouvement se développe, ça se tasse, et puis ça repart à un autre moment, le foyer, on va dire, s'enflamme d'un autre côté. Alors, c'était les bonnets rouges, ensuite il y a eu les gilets jaunes, on a eu une énième révolte des banlieues, et puis là, c'est les paysans qui, pris à la gorge, comme on le sait tous, font une sortie avec leur tracteur. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est un petit peu comment est traité tout ça. Alors, quelle est l'origine du problème, en fait, finalement? Très souvent, à l'origine de ces problèmes, de ces révoltes, c'était déjà le cas, finalement, à l'époque de la Révolution française. On n'a pas de pain, on n'a pas à manger, on n'arrive pas à joindre les deux bouts, on n'en peut plus. C'est les 20 centimes d'augmentation sur le gasoil qui a été le déclencheur, un des déclencheurs pour les gilets jaunes. Et puis là, c'est la condition paysanne en ce début, bien entamé de 21e siècle. Alors, à la base, on peut réduire ça à deux choses. C'est effectivement des taxations, une taxation qui devient de plus en plus confiscatoire, et puis les normes, parce que effectivement, quand on veut pas mettre des taxes trop élevées, il suffit de mettre en place des lois et des normes qui sont censées devoir être respectées et qui ne sont pas toujours satisfaites, parce que c'est de plus en plus compliqué, c'est de plus en plus difficile. Donc, on a d'un côté une taxation qui peut être confiscatoire, et puis de l'autre côté, on a des normes de plus en plus, une inflation de normes qui sont de plus en plus difficiles à satisfaire. Voilà, donc à l'origine de ce problème, eh bien, c'est toujours la même chose, c'est effectivement la difficulté pour les gens de travailler, la difficulté pour les gens de subvenir à leurs besoins, même en travaillant, ce qui était le cas pour une partie des Gilets jaunes. Alors, une fois que le mouvement se met en route, eh bien, il y a des actions. Alors, la colère populaire s'exprime. Là, manifestement, c'était des blocages. C'est vrai que quand on est agriculteur, on a encore des moyens, on va dire, physiques de peser, comme les routiers. On bloque les routes, on manifeste comme on peut. On se fait voir, on montre son mécontentement de cette façon-là. En général, c'est un petit peu plus visible que, on va dire, une poignée d'intermittents du spectacle qui font un sit-in sur la place de la République. Donc, quelque part, on a des chances d'être plus rapidement entendus. Mais ce qui est intéressant, eh bien, c'est effectivement d'observer que la première phase du mouvement, elle est toujours ignorée. Parce que cette révolte des agriculteurs, il y a eu une contagion, elle était déjà bien enclenchée du côté des Pays-Bas. J'avais déjà évoqué le sujet dans une autre vidéo, parce que nos amis du WEF avec les Young Global Leaders ont décidé effectivement, alors bien sûr il y a les arguments habituels du climat, on vous empêcherait de respirer pour sauver le climat, bref, vous connaissez l'histoire. L'idée c'est effectivement de supprimer à terme 3000 fermes aux Pays-Bas, donc les agriculteurs n'étaient pas contents. Il faut dire que c'est un problème européen, voire mondial, puisqu'on a affaire à une caste qui gère tout ça, de loin, en sous-main. On a bien compris depuis 2020 comment ça se présentait, tout ça. Et donc le mouvement s'est répandu. Il s'est répandu en France, forcément. Je crois qu'en Allemagne, il y a eu le cas également. Pourquoi? Et c'est facile à comprendre, parce qu'en France, les agriculteurs sont sous l'eau, tout simplement. Il y a guère encore que les céréaliers qui s'en sortent. Moi, j'ai vécu pendant des années à la limite de la Beauce. J'avais un voisin qui était éleveur, qui avait fait all-in dans son exploitation. Il avait des vaches, il voulait y croire, il produisait du lait, il vendait du fromage également, des yaourts, etc. Et puis bon, il n'a pas réussi finalement, avec toutes ces normes, à surnager, et il a coulé.
Donc voilà, on sait très bien que les éleveurs sont visés en premier, et puis derrière, eh bien, il y a effectivement les exploitations agricoles. C'est très difficile derrière de pouvoir à la fois payer les charges, et puis de faire compliance avec toutes les normes qui sont mises en place. Voilà, donc du coup, vous vous retrouvez avec des gens qui bloquent les voix, qui manifestent, qui, selon leurs moyens, se manifestent. Et puis, eh bien, le premier temps, c'est effectivement une omerta totale. C'est-à-dire que les médias officiels n'en parlent pas. Ça n'existe tout simplement pas. Voilà. Le gouvernement ou les gouvernements, de leur côté, font exactement la même chose. C'est-à-dire, ils font même pas la sourde oreille. Pour eux, c'est un non-événement. Vous avez des mecs, il y a des dizaines de tracteurs qui bloquent les routes et puis qui commencent à s'agiter. Ça n'existe pas. Donc bref, on laisse pourrir un petit peu le truc, tranquillement. Alors, si ça continue, si ça s'installe plus ou moins, alors là, effectivement, on commence à en parler. Je rappelle que la plupart des médias sont tenus par les grands groupes financiers, hein, on les connaît, donc effectivement, c'est eux qui font la pluie et le beau temps de l'information. Le français de base, quand il voit pas à la télévision l'événement, si on n'en parle pas à la télé, avant c'était le journal, hein, si c'était écrit dans le journal, si c'est écrit dans le journal, c'est que c'est vrai. Là, si on n'en parle pas à la télé, c'est que ça n'existe pas, tout simplement. Donc, cette première phase d'omerta s'installe tranquillement, et puis ça pourrit doucement, voilà. Alors, une fois que ça commence à enfler un peu plus, on ne peut plus faire autrement que de, effectivement, dire que bah, ça existe, finalement, hein. Vous avez des médias alternatifs qui en parlent, l'information circule, et puis, eh bien, on jette un petit coup d'éclairage dessus sur la chose. Vous avez effectivement les médias officiels qui commencent à couvrir l'événement, et puis les hommes politiques se radinent. C'est l'occasion de jouer du sourire, d'aller serrer quelques pognes, de montrer qu'on a compris la cause, hein, la cause paysanne ou la cause peut-être des gens qui souffrent parce qu'ils n'arrivent pas suffisamment à vivre de leur travail. Enfin bref. Tout ça, c'est de la communication. Le but du jeu, c'est évidemment de dire « Ok, j'ai vu qu'il se passait un truc, donc peut-être que je vais m'occuper de votre cas. Vous ne vous inquiétez pas, on prend tout en considération et on va s'occuper effectivement du problème. » Bien sûr, c'est de la com, il ne se passe rien derrière. On laisse pourrir le truc, hein. L'idée, c'est de laisser pourrir le mouvement, de faire en sorte que les gens soit se fatiguent, hein, parce qu'effectivement, il y a des gens qui travaillent et qui ont besoin effectivement de faire rentrer de l'argent pour vivre, pour survivre, hein. Tout le monde n'est pas forcément parasite. Et puis, quand on parle des agriculteurs, des éleveurs, bien évidemment, lorsque vous avez des bêtes, c'est un sacerdoce, hein. Il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de jour férié ni de vacances, il faut être là, il faut s'occuper des bêtes. Donc la manifestation et la révolte est plus compliquée à tenir dans le temps. Maintenant, les esprits peuvent s'échauffer. Alors, dans ce cas-là, effectivement, s'il y a des débordements, c'est intéressant parce que quelque part, on peut commencer à discréditer le mouvement. On n'en est pas encore tout à fait là. L'idée, c'est derrière, effectivement, de soudoyer. Alors, on a le relais des syndicats qui sont traditionnellement là, hein, qui font interface, qui sont là, en fait, pour exciter un petit peu, faire croire qu'ils sont d'un côté, puis après, bon, ils font mine de quelques négociations, et puis ils sont là pour désamorcer les mouvements. Après, pour dire, bon les gars, c'est bien, on a bien lutté, on a obtenu ce qu'on voulait, en fait, des cacahuètes, hein, voilà, circuler, il n'y a plus rien à voir. Alors effectivement, comme on est à l'ère de la communication, d'Internet, etc., on a ce qu'on appelle aussi des leaders, hein, qui se plus ou moins autoproclamés de certains mouvements. On a eu ça aux Gilets jaunes, on a eu ça dernièrement, là, qui émergent. Alors on leur donne un petit coup de pouce, parce que quelque part, si on les subventionne plus ou moins, à un moment donné, ils peuvent aussi servir de plomb et puis ils peuvent désamorcer le mouvement. Alors on a vu ça exactement avec un des leaders de cette, plus ou moins autoproclamé, hein, des paysans dans cette révolte là, hein, qui dès la première journée quasiment a dit bon bah non c'est bon les mecs, on rentre chez nous, on a obtenu ce qu'on voulait. Donc c'est assez drôle effectivement. Beaucoup n'y ont pas cru, hein, ça marche plus trop parce que voilà, on a des stratégies qu'on met en place comme ça, mais à un moment donné ça s'évente, hein. Voilà, ils avaient fait la même chose pour les Gilets jaunes. J'ai suivi ça un petit peu de loin, j'ai vu ça, ça m'a rappelé un syndicaliste, je crois, à l'époque des pneus Continental, je crois. Il me semble que c'était sous Sarkozy. Un type qui, effectivement, avait du bagou, tenait tête aux représentants du gouvernement. Je me suis dit, tiens, super. Puis du jour au lendemain, on n'a plus entendu parler de ce type-là, hormis au moment des élections européennes. Bon, il était tête de liste PS.
Bon, on lui a offert une petite place, voilà, comme ça il se met au chaud, puis là, du coup, ouais, plus de son, plus de lumière. Donc c'est facile d'acheter les gens, effectivement, à titre individuel, bon, bah, quelque part, ça peut se comprendre, vous êtes dans la galère, machin, une trahison de plus. Bref, donc, c'est un moyen de désamorcer le mouvement. Alors attention, si la grogne se prononce, parce que bon, les agriculteurs quand même, hein, il y a quand même une paire qui se suicide tous les mois, hein, donc c'est une condition qui est difficile. Hein. Les mecs travaillent à perte, on leur file des subventions, mais sous forme d'aumône, mais en même temps ils peuvent pas vendre au prix qu'ils veulent. Enfin, c'est vraiment un piège à con. Hein. Et donc du coup, le mouvement s'installe et l'idée, eh bien, l'idée c'est qu'il y ait des débordements. Voilà, ça c'est quand même mieux. Parce que quelque part, Gérard et Janine, devant BFM, quand ils regardent, ils se disent « Ouh là 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 des antisémites, des homophobes, des gens qui cassent, des gens qui veulent ruiner le pays. » Et donc là, on commence à se désolidariser du mouvement. Parce que, bon, faire la révolution, tout le monde est potentiellement d'accord, mais il faut quand même que ça se fasse gentiment, tranquillement et sans trop de casse. Hein, parce que, effectivement, le Français de base, lui, n'est jamais prêt à lâcher des choses, hein, il préfère sa sécurité à la liberté. On l'a bien vu depuis 2020, voilà, c'est flagrant, c'est sous nos yeux, c'est comme ça. Donc c'est très facile à un moment donné, puis si ça s'agite pas trop, les agriculteurs ils étaient un petit peu énervés quand même, hein. Mais bon, ça a pas trop débordé, quoi. C'était des bâtiments publics qui ont été touchés, des choses comme ça, bon bref. L'idée c'est à un moment donné, bon, d'avoir un petit peu de relais avec les Black Blocs, ou c'est toujours facile, de toute façon, il y a agrégation dans ces mouvements de mécontentement, hein, il y en a toujours qui viennent parce que c'est la récréation, donc potentiellement si on laisse bien pourrir le truc, c'est très facile à un moment donné de laisser déborder le truc, et une fois que ça déborde, comme dit, le mouvement, eh bien les gens se désolidarisent du mouvement, voilà, naturellement, parce que il faut pas que ça déborde trop, c'est comme ça. Donc voilà l'idée. Alors si ça fonctionne pas, parce que bon, ils sont vraiment récalcitrants, ils veulent pas se laisser faire. Hein, on a vu à l'époque des gilets jaunes. Là, on peut envoyer la troupe. On peut envisager même d'utiliser des trucs en caoutchouc qui font mal. Hein, on enlève quelques mains, une paire d'yeux, enfin bon, une broutille quoi. L'idée, c'est effectivement d'insuffler la peur là-dedans. C'est de dire, attention les gars, là, il y a du répondant en face, on a sorti les blindés, juste après, c'est l'armée. Hein, donc, faites gaffe quand même. Et puis, quand il y en a quelques dizaines qui sont bien fait bigner, les autres, ils réfléchissent. Ils se disent, bon, effectivement, peut-être qu'il vaudrait mieux que je rentre. Voilà. En général, ça fonctionne très bien. On n'est pas obligé d'aller jusque-là. Alors, avec les gilets jaunes, ça a été le cas. Alors, quand je dis les gilets jaunes, bon, il y a un mouvement, encore une fois, il faut faire attention à ça, parce que on met un nom et puis on considère que c'est un groupe homogène. Hein. Je pense que la réalité paysanne, elle est diverse. Quand on est un céréalier, on mène pas la même vie qu'un éleveur de chèvres bio dans le Larzac, j'en sais rien. Enfin, les conditions sont diverses. En attendant, la tendance globale, elle est installée. Hein, elle est installée, on sait très bien où ça va, tout simplement. On voit très bien que leur condition, elle n'est pas enviable du tout, hein, même à titre personnel, même si on aime le métier, même si on aime la nature, les animaux, etc., c'est de plus en plus difficile, et que vous avez tout le système contre vous. Voilà, tout le système. Donc, si vous voulez, a priori, aujourd'hui, il semblerait que les barrages se lèvent, on verra ce que ça va donner, mais quelque part, moi, aujourd'hui, si j'étais agriculteur, l'équation, elle serait relativement simple. À terme, je suis condamné à mort. Voilà, c'est-à-dire que je suis condamné à mort par la banque. C'est-à-dire si je continue le mouvement, et je suis tellement grévé de dettes qu'à ce moment-là, bah, finalement c'est la banque qui tient mon exploitation, bah, je serai mis à mort par la banque. Ou alors il m'arrivera un sale coup sur le terrain. Hein, voilà, bon, s'occuper des bêtes avec une main en moins, c'est compliqué. Si vous voyez plus clair parce que vous êtes pris un LBD, c'est d'autant plus compliqué. Et puis derrière, si vous faites rien, bah, vous serez mis à mort par Bruxelles. Alors ça laisse pas grand choix en fait, hein. C'est soit maintenant. Alors qu'est-ce qui peut m'aider à choisir? Bah quelque part si on me balance, enfin quelques mensonges qui rassurent peuvent effectivement me faire pencher la balance sur le court-termisme en disant bah oui bon bah ils ont promis que, donc je fais confiance. Mais en même temps ça rassure, hein, parce qu'on sait très bien que derrière on va se faire mettre, parce que bon voilà la tendance lourde on la connaît, hein. L'agenda on le connaît.
Tout le monde, nous, normalement, on est censé plus rien posséder à horizon 10 ans, 10-15 ans, mais on sera heureux. Il faut pas oublier. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Hein. Même si les autres, si certains posséderont, parce que c'est un petit peu ça ce qui se passe aujourd'hui. Hein. L'idée, c'est de faire une concentration, hein, encore un peu plus de concentration de pouvoir, un peu plus de concentration de richesse. On va vers ça. C'est la tendance lourde. Mais vous aurez plus rien. Mais vous serez content. Donc tout va bien. Donc aujourd'hui, l'équation, elle est difficile à résoudre pour les agriculteurs. C'est soit ils font quelque chose et puis ils vont souffrir, ça c'est sûr. Soit ils font rien, ils sont rassurés par les mensonges qu'on leur sert, puis ils se disent bon bah je serai mis à mort un peu plus tard. Voilà, en évitant de trop y penser. Hein. Voilà. Donc moi je suis pas là pour juger. Chacun est face à lui-même. Et puis toutes les situations sont difficiles. Et parfois on a des décisions à prendre qui sont compliquées. Et voilà. Alors en attendant, pour clore ce chapitre sur cette vue d'ensemble, hein, cette anatomie des révoltes modernes, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, c'est que c'est relativement assez simple de désamorcer un mouvement, quel qu'il soit, parce que une fois que c'est fini, bah on nettoie, hein, et puis finalement, ça passe crème. Les gens s'habituent de plus en plus, s'habituent à la violence, s'habituent au mouvement. Rappelez-vous, lors des dernières émeutes des banlieues, les rues cramées, les gens étaient à la terrasse des cafés en train de prendre leur petit verre de vin tranquille. Ça fait partie du paysage maintenant. Donc bon, il suffit de nettoyer, puis après, business as usual, on continue la vie telle quelle. Le problème, c'est que quand on regarde la tendance de fond, eh bien, ces mouvements sont de plus en plus présents, violents, revendicatifs. Forcément, les gens, si on vous met une main sur la bouche, vous arrivez encore à respirer avec le nez. Si vous avez le rhume, c'est plus difficile. Mais si on vous met la main sur la tronche complètement, là, vous commencez à paniquer. Et puis, quand on est en situation où on est quasiment en train de mourir, on a des tendances qui sont peut-être très violentes. Hein. C'est naturel. Bon, je pense que les gens qui le gouvernent le savent, et effectivement, ils mettent en place une stratégie plus ou moins douce au début, puis qui peut être beaucoup plus dure vers la fin, histoire de faire rentrer Et quand on siffle à la fin de la récré, il faut que tout le monde rentre. Donc c'est un petit peu ça, mais ces mouvements sont de plus en plus présents et de plus en plus violents. Alors ils peuvent, l'étincelle à un moment donné peut enclencher un gros feu, on ne sait pas d'où ça part. Hein. C'est comme au niveau de la finance, quand ça commence à partir en cacahuète, on se dit bah il y a peut-être des foyers qui sont identifiés, mais on ne sait pas effectivement à ce moment-là où ça va prendre. Puis une fois que ça prend, bah, c'est la réaction en chaîne. Donc on est quand même dans des temps plus ou moins révolutionnaires, on va dire. Ça concerne tous les pays du monde. Quand vous regardez aux US avec cette crise migratoire, alors là on a affaire aux Texans, donc c'est pas la même. Ils sont un peu plus équipés que les Français, hein. Donc là c'est des milices qui se mettent en place, et puis aussi une organisation, on va dire politique qui est différente. Les États sont plus ou moins autonomes d'une certaine façon. Et là c'est un peu l'opposition avec le gouvernement fédéral, donc c'est assez rock'n'roll, hein. On va nous rejouer la guerre de sécession là-bas peut-être bientôt. C'est assez étonnant à regarder. Bref, on est dans ces énergies-là en ce moment. Donc ça va pas se terminer, même si les agriculteurs rentrent chez eux, je pense que plus ça ira, plus on aura ce genre de mouvement. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est à titre personnel, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une situation comme celle-là, et l'intérêt c'est encore une fois de dézoomer un maximum. Une fois que vous avez compris le plan d'ensemble, hein, l'agenda, c'est de savoir comment vous vous positionnez là-dedans. Voilà, si vous étiez en 2020 à l'époque du Coco Circus et que vous travailliez sur Internet, bon bah il y en a qui, moi j'en connais, hein, de mes amis qui ça a très très bien fonctionné. Les gens pouvaient pas sortir, faisaient leurs achats sur le net, etc. C'était le moment de bourrer à mort, hein, à ce niveau-là. Si vous étiez dans d'autres secteurs d'activité, peut-être patron de boîte de nuit, là c'était pas terrible. Hein. Donc c'est toujours pareil, si vous êtes dans le sens du vent, ça peut relativement bien se passer. À court terme, hein, mais si vous n'êtes pas dans le sens du vent, c'est pas la même chose. Donc quand on est agriculteur aujourd'hui en zone européenne, on n'est pas vraiment dans le sens du vent. Pas vraiment. Ça se comprend parce que quelque part, ce sont souvent des gens qui ont du foncier, hein, donc c'est de la richesse, et puis ça intéresse du monde. Hein. Regardez Bill Gates aux US, il aime bien racheter les terres agricoles, lui, hein, les fermes, les grandes fermes, c'est le premier propriétaire terrien aux US, hein, donc même s'il est à la base dans l'informatique, enfin il est un petit peu dans tout lui, hein, les virus, tout ça, mais effectivement il est aussi dans la production agricole, parce que diversification on va dire, voilà. Donc vous êtes tenu, et quand vous êtes dans cette situation-là, même si vous aimez votre métier, il faut bien s'apercevoir d'une chose. Quand je regardais le prix des hectares cultivés
en Europe. En France, on a je crois que c'est capé, hein, donc on peut pas vendre. Donc quelque part, vous avez un bien, mais légalement, vous pouvez pas le vendre le prix que vous voulez. Donc votre bien foncier, votre foncier, il vaut pas grand-chose à vrai dire. Donc c'est très difficile. Ensuite, vous produisez, mais vous êtes encadré de tous côtés, donc vous pouvez pas vraiment négocier vos tarifs comme vous le voulez. Vous avez une vie de chien parce que satisfaire à toutes ces normes, franchement, c'est compliqué. Bref, vous n'êtes pas dans le bon sens. Donc, il n'y a pas 50 possibilités, 50 solutions dans ces cas-là. S'il y a une notion de corporatisme, bon, peut-être qu'on peut faire à un moment poids et puis négocier. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Avant que ça se mette en route, parce que c'est pas récent quand même, hein, des mecs qui sont suicidés parce qu'ils n'arrivent pas, ils en peuvent plus, il y en a quand même une paire et depuis très longtemps. Donc si vous êtes dans ce cas-là, moi perso, j'aurais tout revendu et puis essayer de me mettre autrement, hein, dans le sens du vent, ou peut-être faire ça ailleurs dans un autre pays, mais bien se rendre compte qu'il y a trop de force de friction, même si vous aimez votre métier, même si vous avez hérité, même s'il y a beaucoup d'affect là-dedans, vous avez tout le système contre vous, tout le système. Voilà, on sait très bien que à terme, comme je l'ai dit, mais ça concerne tout le monde, l'idée c'est qu'on ne possède plus rien, mais on commence déjà par certaines catégories, et puis les agriculteurs sont visés. Ce sont des gens qui sont amenés à disparaître, à mon sens, en Europe. Alors il y en aura quelques-uns qui resteront, il y aura des énormes exploitations qui seront rachetées par les mêmes, et puis qui fonctionneront bien, parce qu'ils seront bien positionnés. Peut-être quelques exploitations qui seront... dont les productions serviront la caste, parce que voilà, nous on mange pas des OGM, ni des insectes, hein, vous comprenez bien. Ça me fait penser à un reportage que j'avais vu une fois sur un type qui préservait les variétés de tomates, hein. Il y en avait plus de 400, alors que nous au supermarché on en trouve 3 ou 4 maxi, et ça c'était interdit. Alors il était emmerdé tout le temps, n'empêche que son premier client c'était l'Assemblée nationale. Ouais, ils sont pas gras comme des loukoums pour rien, hein, voilà. Donc voilà, 400 variétés de tomates, mais bon, voilà, il y a eu des normes qui font qu'on peut en vendre que 3 ou 4, et puis effectivement, ceux qui peuvent payer, qui ont la fine bouche, voilà, se fournissent là, même si c'est pas vraiment autorisé, on va dire. Donc bref, on est dans ce système-là. À terme, effectivement, l'idée c'est d'ouvrir un peu à la concurrence, hein, on sait très bien, voilà, et puis de concentrer les pouvoirs et les richesses. Donc si vous êtes agriculteur avec une petite exploitation, c'est mal barré, c'est vraiment compliqué. Et pour le reste, à partir du moment où, et on le voit bien à mon sens depuis 2020, il y a une accélération dans cet agenda, les revendications classiques, j'ai envie de vous dire, ça marche pas. Ça marchera pas. De toute façon, vous aurez en face des gens qui vous feront des promesses, et comme disait Chirac, elles n'engagent que ceux qui veulent bien y croire finalement, hein, mais certainement pas le mec qui fait ses promesses. Donc à terme, c'est fichu. À mon sens, c'est fichu. Et c'est pour ça que, quelque part, tout ça appelle un changement de système, un changement de régime, enfin quelque chose de plus vaste, puisqu'on est dans un changement de cycle. Il y aura forcément, quasi tous les pays du monde seront impactés, forcément. Quand il y aura des remous comme cela, tout le monde sera concerné. Mais ça appelle un changement de système. On ne peut pas avoir de gens vertueux qui sortent d'un système qui est corrompu, qui est vérolé. C'est pas possible. Donc, on aura forcément un changement de système, et ce changement de système viendra de la base, il viendra d'une ambiance, on va dire, révolutionnaire. Et ça risquera, effectivement, de se produire. Alors, une véritable révolution, c'est jamais vraiment souhaitable, puisque quand on a vu 1789, il a fallu une centaine d'années pour s'en remettre, donc tout le monde souffre. Mais dans le cas d'une révolution, il faut savoir aussi comment ça fonctionne, hein. Et en général, ce sont les gens qui sont organisés, qui ont agité le peuple, hein, avant de s'en servir, qui, hop, à un moment donné, utilisent cet effet de levier pour eux-mêmes prendre le pouvoir. C'est comme ça que ça se passe. C'est rarement les gens qui font, entre guillemets, la révolution, c'est-à-dire qui montent sur les barricades, qui sont à fond, qui en tirent les fruits. C'est pas comme ça que ça marche, hein. Je vous renvoie à la révolution de 1789. C'est pas les sans-culottes qui s'en sont tirés le mieux. On a bien compris qu'il y a eu un changement, hein. Je veux dire, la bourgeoisie a pris la place de la noblesse. Grosso modo, c'est un petit peu ça, pour schématiser, hein. Donc, ça me paraît effectivement difficile. Lorsque l'on est dans une situation, à titre individuel, comme je l'ai dit, analyser le plan d'ensemble, voir où ça va, et se dire, est-ce que je suis dans le sens du vent, dans le bon courant ou pas. Et alors là, si vous êtes vraiment en but avec le courant général, soit vous luttez, mais vous savez que vous risquez de tout perdre. Tout seul, c'est difficile. En groupe,
c'est difficile aussi parce qu'il faudrait que ça soit coordonné pour que ça fonctionne bien. Donc il vaut mieux tenter la fuite. Hein. J'ai envie de dire, si vous voulez rester en vie, il vaut mieux tenter la fuite. Maintenant, quand vous êtes dans une optique révolutionnaire, rappelez-vous que ce ne sont pas ceux qui initient le mouvement populaire, qui sont... quand l'étincelle s'allume, c'est pas eux qui en tirent les fruits, c'est ceux qui ont organisé le truc, ou qui ont surfé la vague, ou qui ont facilité le démarrage de ces événements. Et tout le monde trinque. Dans des cas comme ceux-là, tout le monde trinque. Donc, on en revient au même, par la fenêtre ou par la porte, il faudra y passer. Voilà, ça sera pas évident, ça sera pas évident. Parce que l'agenda, on le connaît. Alors, c'est drôle parce que je voyais dernièrement, je me suis dit, tiens, mon titre sur Apocalypse 2030 était bien trouvé. Alors, je suis pas allé chercher très loin. J'ai juste fait la connexion entre l'agenda 2030 et l'Apocalypse. Parce qu'on y est. En Europe, ils viennent nous sortir leur truc, là, la digitalisation, la fameuse identité numérique qui nous mettra tous dans des petites boîtes, et ça, c'est pour 2030. Voilà, comme quoi les chiffres, hein, tout est étalé, tout est là. Je vais vous mettre le lien en dessous de cette vidéo, vous pourrez aller jeter un œil, hein, c'est un truc de la Commission européenne, donc on aura tous notre identité numérique au sein de la communauté européenne, donc ils vont faciliter la mise en place de ces infrastructures au sein de chaque pays, et puis l'idée c'est de remonter les datas à un truc centralisé. À terme, on sait très bien qu'il y aurait une centralisation totale de ce gouvernement mondial qui pourrait chapeauter tout le monde et maîtriser plus facilement, on va dire, le troupeau, et par la voie de conséquence, eh bien, tout ce qui concerne tout ce qui fait nos vies, hein, nos finances, ce que l'on lit, les échanges que l'on fait, économiques, sociaux, etc. Donc c'est un flicage total, avec évidemment la possibilité magistrale, puisque l'on gère tous les aspects qui concernent l'individu, le citoyen de base, de pouvoir, comme on dit, canceller la personne, parce qu'il y aura peut-être du crédit social à la chinoise derrière. On pourra effectivement contrôler, parce qu'il y a le climat aussi, donc vos déplacements, etc., etc. Bref, l'enfer numérique, le camp de concentration numérique qui nous est vanté, à coup de renfort d'acteurs qui arborent un magnifique sourire niais, hein, parce qu'on est content, on est joyeux, on adore ce futur dystopique que l'on nous présente. Donc voilà, on est encore une fois dans cette phase de changement de cycle. Comme je l'ai déjà dit, la stratégie, alors c'est bien beau effectivement d'avoir des idéaux patriotiques, etc., etc. On pourra en discuter, ce serait l'objet d'un autre débat. Mais à titre individuel, lorsque l'on travaille, lorsque l'on a une famille, lorsque l'on a envie tout simplement de jouir de son travail, de son outil de travail, de ses passions, peut-être qu'il faut organiser à titre individuel sa vie, c'est-à-dire adopter une stratégie de vie efficiente vis-à-vis du système pour éviter au maximum les forces de friction, au maximum. Et effectivement, la jacquerie paysanne, là, se rappelle à nous. Voilà, on dit que eux, effectivement, malheureusement, ils sont pas vraiment dans le bon sens dans le bon courant, on va dire, de l'histoire. Hein. Voilà. Écoutez, sur ce, on va continuer à suivre les événements. Aux États-Unis, c'est pas piqué des verres. On a vu en Europe que mais s'il n'y avait pas d'argent pour les agriculteurs ou pour les pauvres, il y a quand même 50 milliards pour l'Ukraine. Voilà. Donc où ils passeront, vous inquiétez pas. Quand ça passe entre les mains de différentes personnes, il y a toujours ils arrivent à gérer. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc il y a du fric, hein, quand même. Pour ce genre de choses, on sait très bien, il y a du fric. Allez, je vous dis à plus.